J'ai choisi un sujet un peu tragique, brûlant, difficile, sur lequel tout le monde a évidemment à la fois beaucoup d'informations, mais pas forcément toujours les clés ou les liens qu'il faudrait faire pour bien comprendre ce qui se passe. Ça bouge tout le temps. Alors j'ai commencé, ça Arnaud ne l'a pas dit, mais j'ai commencé ma vie professionnelle il y a très longtemps, dans les services du Premier ministre, au SGDN, et j'y étais, comme on dit, enfin pour le dire simplement, j'étais Madame Yougoslavie. Donc je m'occupais pendant 10 ans, entre 92 et 2001, du conflit yougoslave, sous toutes ses formes, toutes ses péripéties militaires, politiques, économiques, etc. Et j'en avais retiré à l'époque, et d'ailleurs j'avais fait finalement ma thèse là-dessus, on avait retiré l'idée que c'était vraiment le laboratoire de l'époque, donc des années 90, des équilibres mondiaux en pleine reconfiguration après la chute de l'URSS, la réunification allemande. Et voilà, il y avait cette idée d'un laboratoire vraiment où toutes les puissances et toutes les formes d'intérêt se retrouvaient, j'allais dire sur le dos de ces pauvres Yougoslaves, mais enfin, au prétexte naturellement de les aider à aller vers la démocratie scintillante qui les attendait. Et ça s'est quand même soldé par un conflit extrêmement sanglant, parce que, bien sûr, nous avons chaque puissance et chaque groupe de puissance à plaquer sur cette pauvre fédération yougoslave, eh bien, ses intérêts, tout simplement, et à essayer de les mener à bien. Alors, les intérêts sont parfois des valeurs affichées ou même sincèrement ressenties, mais enfin, c'est devenu un énorme jeu d'échecs dont malheureusement les populations locales ont largement fait les frais dans tous les camps, je vous rassure. Alors, ce serait une autre conférence, mais c'était vraiment cette idée, voilà, du monde se jetant sur un territoire, et l'Amérique, la Russie, la Chine déjà, mais évidemment les puissances européennes, mais évidemment les puissances du Moyen-Orient, enfin tout le monde était là pour des raisons diverses et variées, et parfois dans des alliances étonnantes. Donc, quand j'ai donné le titre à ma petite causerie de ce soir, j'ai repensé à la Bosnie. Je me suis dit, bah, oui, la Syrie aujourd'hui, c'est le nouveau laboratoire, et le Moyen-Orient d'ailleurs en général, c'est le nouveau laboratoire de ces équilibres qui de nouveau sont dans une phase de vibration assez forte et de reconfiguration très compliquée parce que il y a de nouveaux entrants depuis 25 ans sur la scène mondiale, et que c'est plus aussi simple, c'est plus simplement une bipolarisation, et la fin d'une bipolarisation avec une, comme disait Védrine, une hyperpuissance qui s'affirme, et d'autres qui sont plus ou moins récalcitrants. C'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est un jeu dangereux qui se joue maintenant depuis, on va prendre la phase là, depuis les printemps arabes, dont je vous expliquerai un peu ce que j'en pense. C'est un jeu dangereux, c'est un jeu à multiples entrées et à multiples inconnus, évidemment, mais qui me semble surdéterminé par une volonté quand même très dominante, même si on ne l'a pas vu venir, mais alors aujourd'hui, et je dirais même aujourd'hui, là, nous sommes le 26 mars, elle est en train de s'affirmer très clairement par une volonté américaine de maintenir un contrôle global et tous azimuts, surtout sur tous les terrains, face à son nouvel homologue, enfin son nouveau peer competitor, comme on dit, son nouveau père sur la scène mondiale, qui est évidemment pas du tout la Russie, mais la Chine. Bon. Parce que la Chine, elle aussi, elle déploie clairement maintenant sa puissance. Alors, on ne va pas revenir sur l'élection à vie, on va dire, du président chinois il y a quelques jours, mais elle est en train, à sa manière, pas du tout à la nôtre. C'est une autre forme d'impérialisme qui, d'ailleurs, sera très intéressante à étudier et à sonder, mais c'est clairement une puissance maintenant qui se déploie vers l'extérieur, ce qui est assez nouveau pour elle.
mais elle le fait. Elle le fait bien sûr à travers son grand projet dont vous avez tous entendu parler, des routes de la soie, mais elle le fait par diverses façons. Elle le fait bien sûr militairement, elle le fait par toutes sortes de biais. Et donc, pour l'Amérique, c'est assez crucial en fait ce qui se joue. Alors, ils ont un nouveau président, bon, sur lequel tout le monde ici a sans doute son avis. Moi, je n'étais pas si... Enfin, je trouvais que pendant la campagne, et même enfin, au moment où il était nominé, il avait pris des positions très intéressantes, notamment vis-à-vis de la Russie, en disant, bon, on va se calmer, là, on va peut-être revenir à un dialogue, on va peut-être... Tout ça, c'est terminé. Il a été repris en main très méthodiquement. Petit à petit, on lui a refait tout son casting. Tous les gens qu'il avait choisis ont quasiment disparu aujourd'hui. Il est environné, comme l'aurait été Hillary Clinton d'ailleurs, de néoconservateurs. Le dernier en date, John Bolton, nommé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, au NSC. John Bolton, c'est quand même... c'est pas n'importe qui, c'est un... Alors certes, il a été ambassadeur aux Nations Unies, mais enfin c'est un anti-onusien primitif, anti-iranien, pour la guerre préventive, anti-tout, quoi. Enfin, il a un agenda quand même assez clair. Donc là, il y a une reprise en main à l'intérieur des États-Unis même, qui a évidemment des conséquences géopolitiques colossales, du président, avec toute son extravagance, ses folies, ses défauts, sa vulgarité, tout ce qu'on veut, mais on s'en fiche. À la fin, il y a des gens qui le font parler et décider. Voilà. Et c'est ça qui est assez inquiétant pour ce qui va se passer, et ce qui se passe d'ailleurs en ce moment même au Moyen-Orient. Donc, ce courant néoconservateur qui avait un peu perdu sous Obama revient à la manœuvre, y compris en Europe, hein, y compris à Paris, bien sûr, y compris à Bruxelles, y compris partout, il y en a partout. Voilà. Donc, et c'est un vrai problème pour la définition de nos propres politiques, naturellement, et pour la manière dont on réfléchit à nos intérêts, nous, Français, par exemple. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé Géopragma. Et donc, c'est une période extrêmement dangereuse parce qu'on est dans une montée aux extrêmes, dans une repolarisation, on joue des muscles, hein, les Russes et les Américains d'ailleurs, même si Vladimir Poutine pour l'instant fait preuve d'un sang-froid, je dirais pas de serpent, mais enfin un truc, il est quand même, on n'arrête pas de lui lancer des invitations, des provocations toute la journée depuis très longtemps maintenant, et pour l'instant il reste calme, les déclarations sont de plus en plus désagréables et froides et d'une fureur à peine contenue, mais enfin, bon, j'étais à Moscou moi-même il y a même pas 8 jours, enfin oui, je suis rentrée il y a 8 jours, et bon, on en parlera après pendant notre débat, mais voilà, donc, période très compliquée. Pourquoi ? Donc, ils veulent reprendre le lead, clairement, parce qu'ils sentent que ça leur échappe, un peu de tous les côtés, et depuis quelques années, parce qu'ils sont en difficulté en Europe, ne serait-ce qu'avec l'Ukraine. La manœuvre ukrainienne a échoué quand même, pour l'instant. La Russie a mis un holà, mais c'est encore, bien sûr, c'est pendant, et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait là aussi une ou deux provocations d'ici la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie. Bon, ça m'étonnerait qu'en Ukraine, il ne se passe rien. Donc, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, et à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Les Ukrainiens ne nous facilitent pas la tâche non plus, même pour l'Union européenne, parce qu'ils sont quand même dans un état de corruption, mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et de déconfiture aussi, importante, qui rend difficile de les aider, si j'ose dire. Et au Moyen-Orient, ben, c'est dramatique, puisque depuis 2015, ils ont perdu vraiment la main. Ils ont perdu la main depuis l'entrée en lice, officiellement et massivement quand même, enfin massivement,
pas à l'aune des moyens russes, mais tout de même l'entrée sur le territoire, sur le théâtre syrien de la Russie. Et donc ils se raidissent, voilà. Ils se raidissent parce qu'il y a quelques mois, on pouvait dire que la guerre était quasiment... On était dans une phase d'apaisement, on était dans une phase, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, mais il y avait les processus d'Astana, il y avait le processus de Sotchi, les Russes disaient, alors ce qu'on fait à Astana, on va le donner à Genève, essayons de faire quelque chose. Ils avaient trouvé des interlocuteurs, ils avaient réuni, ils avaient fait tout un plan assez redoutable et assez intelligent, à vrai dire. Même y compris avec les Saoudiens, enfin, on craignait même que l'Arabie Saoudite ne bascule un peu du côté de Moscou parce que y avait des accords d'armement aussi, etc. Et hop, tout s'est retourné. Tout s'est retourné. Il faut savoir que donc les négociations sont maintenant au point mort. Puis alors avant que ça recommence, ça va être difficile. En ce moment même, il y a un certain nombre de bateaux américains qui sont en position en mer Rouge, dans le Golfe, en Méditerranée, chargés de tout ce qu'il faut pour refaire une attaque comme ils l'ont faite l'été dernier, enfin ou en septembre, je ne sais plus. Et surtout, il doit y avoir, pardon, il y a eu le 16 mars à Astana. Si vous voulez prendre le micro. Non, non. Ça va ? Non. Bon, d'accord. On m'entend bien ? Bon, non. Non, c'est très bien. Il y a eu à Astana, donc là où se tenaient les négociations sous tutelle russe, un sommet le 16 mars ou le 14, je ne sais plus, le 16 mars, oui, entre les Iraniens, les Turcs et les Russes, donc le nouvel axe stratégique de la région. Ils doivent se retrouver le 2 avril. Je vous donne ces dates parce que d'ici le 2 avril, et évidemment, ils sont en train d'échafauder l'avenir de la Syrie. Hein ? Et évidemment, l'avenir tel qu'ils le voient de la Syrie n'est pas tout à fait celui que lui réservent les États-Unis et leurs alliés. Puisqu'il y a des plans de division, d'écartèlement du pays, il y a toujours la fameuse question d'Assad, qui doit rester, pas rester, partir, il faut qu'il parte. Bon, on est en train de faire une espèce de chantage à la reconstruction. Parce qu'on sait très bien que ni les Russes ni les Iraniens n'auront de quoi mettre les 200 milliards qu'il faut pour reconstruire ce pays qu'on a allègrement détruit. Donc on est dans une phase très compliquée et donc la tension monte, les enjeux montent aussi et la polarisation donc se poursuit. Là-dedans, évidemment, le pauvre peuple syrien, hein, alors c'est très bien, il y en a plein les télévisions, la Ghouta orientale, ah bah oui, c'est comme Alep, etc., etc. En fait, l'armée syrienne, donc avec ses alliés iraniens et russes, a quasiment repris, ça y est, la Ghouta, comme elle a fini par reprendre Alep. Les gens sont en train de partir et d'être envoyés dans des zones encore sous contrôle d'Al-Qaïda, il faut bien le dire, et de ses succédanés. Donc tout ça est d'un cynisme absolument confondant, mais nous parlons bien sûr toujours de tragédie humanitaire et ces pauvres gens qui n'ont pas le choix, etc., etc. Donc on est dans une incohérence totale. Je ne parle même pas de l'incohérence de notre politique à nous, Français, par rapport à ce qui se passe sur notre sol, mais on est dans un truc où on est parti d'une coalition internationale qui elle-même obéit et qui est en train de prendre des décisions qui peuvent être très très lourdes de conséquences au plan global d'ailleurs et évidemment au plan régional. Donc le chaos, il est là, il est organisé depuis, à vrai dire, au moins 1979. Bon, c'est la... Vous savez, c'est l'idée d'une vieille purge nécessaire et périodique de l'extraordinaire richesse des pétrodollars, en fait. Hein, parce qu'il ne faut surtout pas que le monde arabe, quand même, risque de s'allier, parce que s'il s'alliait avec tout son pouvoir financier, à l'époque, c'était juste pas possible. Donc il y a eu un certain nombre de conflits qui se sont suivis, et on en est là. Donc personne ne veut la paix, ni même l'apaisement. Je ne sais même pas si la Russie le veut elle-même de son côté, parce qu'elle a quand même un certain nombre de chats en travers de la gorge. L'Égypte, qui votait
aujourd'hui, et qui va sans doute élire évidemment le maréchal Sissi, est peut-être le seul État qui pour l'instant s'en sort parce qu'il discute avec tout le monde, avec Moscou, avec Pékin, avec Tel Aviv, avec Riyad, avec Washington naturellement. Mais c'est un peu la caution de la lutte antiterroriste, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on, voilà, comme l'idée de faire venir les frères musulmans n'a pas marché, voilà, pour un certain nombre de raisons. Bon, il y a Al-Sisi, il fait le job, plus ou moins, donc pour l'instant on le laisse là où il est et on peut dire qu'on fait de la lutte antiterroriste, n'est-ce pas? Voilà. Alors, l'Europe au Moyen-Orient, évidemment, c'est encore plus, enfin, c'est dramatique, parce que là, on est dans une vassalisation mentale, enfin symbolique, et puis dans nos incohérences, c'est-à-dire qu'on prétend avoir une politique morale, une politique qui cherche le bien-être des peuples, leur développement, etc. Mais enfin, concrètement, on a pétardé à peu près tout ce qui tenait debout dans la région. La Libye, bon, voilà, n'en parlons pas. Enfin, si, on pourrait en parler, justement. La Syrie, on voit l'état dans lequel elle est. L'Irak, voilà. Donc on est complètement, on n'a plus tellement d'autonomie mentale en fait, et on est repris en main parce que vous avez sans doute peut-être entendu le général Mattis américain, secrétaire d'État à la Défense, qui a expliqué clairement il y a 8 jours ou 10 jours, je ne sais plus, enfin c'était avant que je ne parte en Russie, qu'il était urgent que les Européens, naturellement, mettent 2% de leur PIB dans l'OTAN et dans leur défense, mais enfin, évidemment, pour acheter des armes américaines, parce que l'OTAN était naturellement la structure souhaitable et parfaite pour la défense de l'Europe. Alors, ce serait sans doute vrai si eh bien, nos intérêts étaient convergents. Or, nos intérêts ne sont pas convergents, et notamment sécuritaires, et notamment notre position en première ligne, je ne parle même pas de nous Français, mais enfin d'un certain nombre de pays membres de l'Alliance, en première ligne des menaces sécuritaires et migratoires qui ne touchent nullement l'Amérique, mais qui en revanche sont bien face à nous. Voilà, pour les années à venir. Je pense au Sahel, je pense à la Libye, je pense à l'Algérie, je pense à tout ça. Donc nos enjeux, les enjeux d'une défense européenne sont ceux aussi de son positionnement géopolitique plus large dans le nouveau monde qui est en train de se structurer. Donc ça, c'est assez compliqué. Alors, que fait l'Amérique pour repolariser tout? Bon, il y a le fameux Russiagate. Ça, depuis que Trump est arrivé, c'est comme ça qu'on l'a reprise en main. C'est-à-dire l'histoire de l'émission russe, avérée ou pas, grande, petite, moyenne, est-ce qu'elle a donné ses fruits ou est-ce que de toute façon il allait être élu, est-ce que... Bon, ça c'est très difficile, je n'ai pas tellement d'avis sur la question à vrai dire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis qu'il a été élu, il a passé sa vie à devoir finalement se défendre de ça et on a remis la Russie comme l'ennemi principal au même titre aujourd'hui que l'Iran. Bon, la Russie, c'est une puissance régionale. Elle a des prétentions globales, mais enfin, c'est une puissance régionale, démographiquement, économiquement, même militairement. Ils sont quand même de 1 à 9 par rapport aux États-Unis, donc on parle de quoi, là, exactement? Vous voyez, donc il y a une espèce de poudre aux yeux extraordinaire, évidemment, comme ils ont un chef d'État un peu martial, un peu sûr de lui et qui n'envoie pas dire ce qu'il a à dire. C'est assez facile, c'est une cible facile, comme le sera peut-être d'ailleurs demain Xi Jinping, mais enfin il a d'autres atouts, lui déjà il possède une partie de la dette américaine, donc c'est plus utile. Donc, l'idée d'ostraciser la Russie et d'en faire un ennemi, au point qu'on fait des manœuvres dans les pays baltes, enfin on ne sait plus quoi faire, quoi. Bon, puis maintenant il y a l'affaire Skripal, puis il y en aura une autre après, puis il y en a eu avant, puis bon, voilà. C'est évidemment d'empêcher
mais ça c'est une vieille histoire, ça date de quand j'ai commencé à bosser, donc ça date déjà de 25 ans, c'est d'empêcher le rapprochement entre l'Europe et la Russie, et de pouvoir donner à un moment donné une masse stratégique critique à l'Europe pour qu'elle ne soit plus juste à la remorque de l'un ou la proie des convoitises chinoises qui s'approchent quand même via les routes de la soie. On est au bout du chemin, ils sont déjà au Pirée, ils sont partout. Donc il y a une... voilà, il faut bien comprendre que ce n'est pas la Russie en elle-même, c'est la Russie contre l'Europe. Et d'ailleurs, on explique aujourd'hui que c'est la Russie qui divise l'Europe, comme si on n'était pas capable de se suicider tout seul. Bon, ça c'est encore un truc, ça nous évite d'avoir à nous poser quelques petites questions sur pourquoi le populisme, pourquoi les peuples en ont assez, pourquoi les frontières devraient être définies autrement, pourquoi nous... Voilà. Bon. Donc, là, la dernière affaire, évidemment, c'est l'affaire Skripal, que tout le monde a en tête, sur laquelle on ne sait toujours rien, globalement, hein, puisque voilà, ça a eu lieu, et immédiatement on nous a dit qui c'était, comment, enfin c'est signé, c'est extraordinaire. Moi, si je voulais assassiner quelqu'un, je pense pas quand même que j'irais, je serais pas tordue au point, et même si Vladimir Poutine est capable de toutes les roueries et de toutes les provocations, je ne pense pas qu'il prendrait le risque, à quelques jours de ces élections, de faire ça. Il n'en a pas besoin, il a été élu avec 75% des voix. Donc, bon, même si on dit, allez, 10% ou 15% ou 20% de trucage, de bourrage d'urnes, de tout ce qu'on veut, qui ont lieu sans doute, en partie, il n'y a pas besoin de ça. En revanche, nous, on en a bien besoin, et les Anglais en avaient bien besoin. Les Anglais en avaient clairement besoin. Pourquoi ? Parce que Theresa May, elle est en pleine déconfiture politique intérieure, ça va très très mal, le Brexit, elle n'y arrive pas, en tout cas pas aux conditions qui les intéressent, et donc elle force les Européens, vous avez vu les mesures qui viennent d'être prises, c'est absolument... Enfin, moi je trouve ça on est totalement suicidaire, on est fou. Mais enfin, bon, voilà, ça a été décidé, nous allons expulser nos petits diplomates. Donc la solidarité européenne se recrée autour du pays qui veut se tirer quand même. Bon, ça ne nous choque pas. Donc petite incohérence au passage. Et ben voilà, fermez le banc, quoi. Taisez-vous, hop, voilà, faire Skripal, très bien. Les Russes n'ont pas eu droit à avoir des échantillons, ne peuvent pas envoyer d'enquêteurs. Enfin, c'est comme dans les attaques, c'est toujours le même processus. Donc, ils ne peuvent pas. Ils disent, on veut bien, on a l'OIAC, ce que vous voulez. Bon. Il s'avère que, mais ça vous en avez peut-être aussi entendu parler, que la CIA a quand même récupéré des stocks en 99 en Ouzbékistan de Novichok, et pas seulement eux, il y a aussi, il y a les, je sais plus, il y a les Tchétchènes aussi, enfin bon, 2 ou 3, qui sait, peut-être que nous aussi nous en avons, parce que de toute façon, le problème de tous ces agents, c'est que dès que des services tombent dessus, ils en prennent des échantillons, donc c'est pas très compliqué, d'ailleurs c'est pas très compliqué à créer non plus, voilà. Donc pour moi, les assassinats signés à ce point-là, si vous voulez, je me demande si un bon 4x4 qui va un peu trop vite dans une rue, c'est pas plus rapide, si vraiment on veut éliminer quelqu'un. Mais voilà, c'est mes rêves, c'est mes rêves. Voilà. Donc on est aujourd'hui entraîné malgré nous par une espèce de solidarité complètement hystérique en fait. Sans réflexion, sans à aucun moment se dire, bon, parce que moi, alors les Allemands ont été un peu plus prudents que nous, hein, mais sans se dire, mais quel est l'intérêt des puissances européennes dans tout ça ? Comment on doit le comprendre ? Qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire ? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer, par exemple, plutôt de favoriser un dialogue, de favoriser un échange, d'imposer des enquêtes ? Bon, non. Bon. Voilà. Alors, quel scénario ? On repartira au Moyen-Orient, mais quel scénario pour l'Union européenne là-dedans ? C'est quand même intéressant parce que tout est lié, parce que l'Union européenne, elle n'existe pas en tant que telle au Moyen-Orient, elle existe en ordre dispersé, le petit doigt sur la couture du pantalon, pour aller faire des frappes quand on lui en demande. Donc l'idée, c'est que soit l'Europe
revient complètement dans l'orbite américaine, ce qui est évidemment leur idée, et avec une frontière étanche vis-à-vis de la Russie, qui, elle, est déjà en train, depuis quelque temps, même si c'est un peu le baiser de la mort, et elle le sait bien, mais enfin de se tourner vers Pékin, parce qu'elle n'a pas trop le choix. Donc l'eurasiatisme, c'est un peu... voilà, c'est pas un pis-aller, c'est d'ailleurs une partie de leur nature, c'est une puissance eurasiatique. Mais enfin, je pense que l'idée était plutôt, du point de vue de Moscou, d'équilibrer ces relations. Là, c'est un peu compliqué, mais ils tireront probablement leur épingle du jeu mieux qu'on ne l'imagine, en tout cas sans nous. Sans nous. Et donc nous en ferons les frais, c'est-à-dire nous resterons une espèce d'enfant stratégique, un enfant stratégique, voilà, qui quand il a un problème va demander si on peut faire quelque chose, sachant qu'on a quand même un problème aussi de solidarité atlantique qui devient assez lourd, c'est celui de l'action de la Turquie. Hein, parce que la Turquie, puissance majeure du flanc sud de l'Alliance, bon, c'est très très beau. Enfin concrètement, la Turquie, là, elle est en train de remettre sur les rails son rêve, d'ailleurs du début de la guerre syrienne. Mais elle a changé son fusil d'épaule à un moment donné, mais au début de la guerre syrienne, elle était contre Bachar el-Assad, clairement. Et elle avait entonné voilà, les trompettes sunnites classiques. Bon, elle était du côté des autres, on va dire. Et puis, elle a compris que son intérêt était plutôt finalement de jouer de tous ses avantages. Parce qu'elle est certes puissance de l'OTAN, donc l'Amérique ne va jamais se priver d'elle. Elle peut faire beaucoup de choses, et elle en fait beaucoup. Quand on voit l'ampleur des purges qui ont suivi Enfin bref, on a nos autocrates, quoi. On a ceux qu'on aime, puis on a les autres, quoi. Voilà. Donc, elle peut se permettre beaucoup de choses, et elle le fait. Elle le fait contre les Kurdes, qui étaient quand même, by the way, nos alliés. Alors bon, on n'aime pas les Kurdes, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet. Mais enfin, aujourd'hui, nous sommes obligés d'appuyer, de facto, par solidarité atlantique, les actions militaires, et elle n'arrête pas d'en mettre en place, d'en préparer et d'en mener de la Turquie sur la zone qu'elle considère comme devant lui revenir, n'est-ce pas, au titre de la période ottomane, que ce soit dans la zone kurde naturellement, mais aussi à d'autres endroits. Enfin, elle a sa carte de la Grande Turquie, si j'ose dire, comme les Serbes avaient la carte de la Grande Serbie, les Croates, celle de la Grande Croatie, etc. Donc, on laisse faire. Je dirais même, on est d'accord, quoi, concrètement. Ce qui fait que d'ailleurs certains Kurdes syriens en viennent à demander l'aide de Bachar el-Assad. Enfin, ça non plus, ça n'a pas l'air de... Ça nous frappe pas, ça nous frappe pas trop. Bref, premier scénario, donc l'Europe sortie de l'Eurasie et qui devient la cible commerciale ultime pour les Chinois et les Américains. Bon, moi, je crains qu'on en soit là. Ou bien, est-ce que l'Europe serait-elle capable de comprendre à un moment donné que quand même, tout en gardant évidemment une alliance avec l'Amérique, il n'y a pas identité ni de vue ni d'objectif. Pourtant, on en a dans bien des domaines des exemples quotidiens. Je ne parle même pas de l'extraterritorialité du droit américain. Je peux parler de tout un tas de choses qui font que rien n'est fait comme si nous étions des Américains. Il y a quand même une guerre commerciale mondiale dont nous sommes, nous aussi, les cibles. Et je pense à certains de nos fleurons qui, malheureusement, ne sont plus les nôtres. Voilà. Et alors, pendant ce temps, au Moyen-Orient, revenons, c'est l'Iran. Voilà. Alors, le nouveau méchant, le nouveau grand méchant, là, c'est l'Iran. Alors, bon... les États-Unis reprennent pied en Irak. Pourquoi? Parce qu'évidemment, après l'invasion de 2003, finalement, c'est les Iraniens qui ont pris le pouvoir en Irak. C'est l'influence iranienne qui a commencé à entrer dans ce pays aussi. Donc là, on se demande s'ils ont bien réfléchi, s'ils l'ont fait exprès, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, c'est un fait. Et donc, petit à petit, l'Amérique a dû se retirer un petit peu, notamment sous Obama. Maintenant, elle revient. Et ils misent... là non plus,
sans trop de gêne, sur l'Arabie Saoudite. Voilà. Alors vous me direz, oh, mais c'est une vieille histoire, le pacte du Quincy, etc. Oui, mais le pacte du Quincy, il est caduc. Tout simplement parce que les Américains n'ont plus besoin du pétrole saoudien. Voilà. Ils ont fait leur révolution de gaz de schiste, ils ont fait monter puis baisser les prix du pétrole, mais maintenant ça remonte un petit peu pour leur permettre depuis quelques années de faire des sauts technologiques assez colossaux. Donc maintenant, ils sont autonomes. Donc les Saoudiens, à quoi ils servent? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donald Trump est allé à Riyad, je crois que c'était en mai, je ne me souviens plus du mois, mai dernier, je ne sais plus, hein, oui. Voilà, et là, il a signé plus de 400 milliards de dollars de contrats au profit de l'Amérique, donc une réassurance saoudienne colossale. Contre quoi? Contre une nouvelle caution sécuritaire et politique, et contre notamment le feu vert à Mohammed Ben Salman, le jeune monarque, pour dégommer la vieille branche régnante là, qui le gênait, donc c'est un petit coup d'État quand même. Ensuite, pour se jeter sur le Qatar, ou plutôt, enfin, pas se jeter sur le Qatar, il s'est jeté sur le Yémen, il ne s'est pas jeté sur le Qatar, mais pour en finir avec le Qatar, qui a des intérêts communs, notamment énergétiques avec l'Iran, et puis pour se sentir, de nouveau baqué par l'Amérique, alors que c'était plus du tout évident. Puisqu'il y a cette question énergétique qui a complètement changé. En fait, la donne énergétique a complètement changé. Et l'objectif maintenant de l'Amérique, c'est d'être, et c'est déjà, un exportateur de pétrole. Donc un exportateur de pétrole vers qui? Évidemment, vers la Chine, à moyen terme. Et pour aller vendre son pétrole à la Chine, il faut le lui vendre à très très bas prix. C'est en cours, parce que pendant qu'on fait semblant de se battre les uns contre les autres, on discute quand même en même temps. Et donc, évidemment, l'Iran comme la Russie sont juste des concurrents qu'il est urgent de faire taire, en tout cas d'affaiblir sérieusement. Donc, ça explique aussi notamment la dernière déstabilisation iranienne du mois de décembre, là, subitement, les Iraniens qui subitement ne sont plus contents, ça ne va plus. Alors évidemment, c'est pas à Téhéran, c'est dans les petites villes. Et puis on agite aussi un peu les Kurdes iraniens, qui sont comme par hasard sunnites, pas chiites. Bref, on fait en sorte de faire faceiller un peu le pouvoir. À mon avis, c'est un test. Hein, c'est un test, c'est-à-dire pour voir jusqu'à... Alors, ils ont très très bien réagi, évidemment, très très bien réagi, et ils ont repris en main les choses gentiment, sachant que l'Iran est quand même fragilisé, parce qu'il y a plusieurs courants. Je ne dirais pas qu'il y a des modernistes ou des progressistes et des conservateurs en Iran, je pense qu'ils sont tous conservateurs, moi. Mais en revanche, il y a des modèles, il y a des visions différentes de ce que doit être l'Iran. Est-ce que l'Iran peut se développer en tant que grande puissance régionale, seule, sans avoir besoin finalement de s'ouvrir trop à l'Occident? Ça, c'est plutôt le guide suprême, Ali Khamenei et tous ceux qui l'entourent. Ou bien, vous avez le président Rouhani qui, lui, pense que l'ouverture à l'Occident est quand même une nécessité. Et c'est ce qui a conduit à ce fameux accord nucléaire qu'on leur renvoie aujourd'hui dans les dents en expliquant que ça ne va pas, qu'il faut aussi que ça touche leurs activités balistiques, enfin bref, c'est encore une question compliquée parce que c'est même pas dans l'accord, c'est dans la résolution de l'ONU qui accompagnait l'accord. Donc c'est subtil. Mais enfin, le 12 mai prochain, le président Trump a dit que peut-être il dénoncerait, pour sa part, cet accord international. Donc là, vous voyez qu'on a aussi à faire, ça s'inscrit dans un processus beaucoup plus large de délégitimation complète des mécanismes actuels de régulation internationale. L'ONU n'a jamais été aussi finalement affaiblie. Alors certes, on a Nikki Haley qui crie toute la journée, qui explique on va faire ci, on va faire ça. D'ailleurs, elle a dit, je ne sais plus, elle a dit
Je l'ai noté. Elle a dit quand? Le 12. Elle a dit que les États-Unis avaient déjà frappé la Syrie et qu'ils pourraient recommencer. Donc on n'est peut-être pas loin d'une nouvelle attaque. Donc on peut avoir une espèce de gesticulation dans les enceintes diplomatiques onusiennes, mais en fait, tout est fait pour que les principes de la charte de l'ONU, qui sont évidemment aux antipodes des intérêts américains, puisque c'est l'intangibilité des frontières, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le respect de la souveraineté des États, enfin tout ce que les Russes, avec un certain cynisme et un peu un deux poids deux mesures, défendent. C'est-à-dire en disant, mais attendez, arrêtons juste d'aller intervenir chez les autres quand ça nous chante. Bon. Ça, c'est une évolution plus globale mais qui est en arrière de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ces organismes internationaux? Si tout se reconfigure, si on retrouve une bipolarité américano-chinoise, bon, chacun aura ses clientèles, comme avant, finalement. Et puis la pauvre Europe, on ne sait pas très bien ce qu'elle deviendra. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'au Moyen-Orient, il y a donc maintenant cet axe qui est désormais un axe de résistance, que moi je prenais pour tactique, mais enfin plus je parle des Russes, des Iraniens, des Turcs et d'autres, plus je me rends compte que c'est finalement plus profond que ça, surtout entre les Russes et les Iraniens. Il y a cet axe Ankara, Moscou, Téhéran, qui quand même, alors Ankara, c'est la planche pourrie, on va dire, mais Moscou-Téhéran, c'est quand même assez fort. Il faut se souvenir qu'à l'été 2015, c'est le général Soleimani qui dirige donc la force Al-Quds, qui est l'espèce de fleuron des gardiens de la révolution iranien, qui est allé à Moscou plusieurs fois expliquer aux Russes, si vous faites rien, la Syrie, c'est fini. La Syrie, elle est pétardée, c'est une peau de léopard, gangrénée d'islamistes. C'est fini là, faudrait réagir. Et c'est comme ça que les Russes sont entrés. Bon. Donc cet axe-là, il est là et il va d'une manière ou d'une autre résister à ce qui va se produire. Après, il y a d'autres fronts pour résister. Il y a évidemment l'Ukraine, puisque tout est toujours lié. Ce qui se passe au Moyen-Orient a une résonance sur ce qui se passe à Kiev. Ce qui se passe à Kiev a une résonance sur ce qui se passe dans les sanctions, à Bruxelles, à Mons et partout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la situation actuelle au Moyen-Orient, qui est grave et triste, c'est vraiment un enjeu de véritable contrôle du monde, contrôle énergétique, contrôle bien sûr normatif, contrôle économique, contrôle technologique, contrôle culturel et bien sûr contrôle financier. Alors là, je pense qu'il faut quand même aborder aussi un petit aspect. Moi j'appelle ça, ou avec Hervé Juvin, on appelle ça la guerre des droits et la guerre des monnaies. Mais c'est évident que c'est aussi un gros enjeu pour l'Amérique, c'est de faire en sorte que les parties du monde récalcitrantes à l'emprise occidentale, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, n'en viennent pas à avoir une alternative. Or l'alternative, elle est en train d'être imaginée par Pékin depuis déjà quelques années. Le yuan convertible adossé à l'or, ça rappelle quand même, c'est un nouveau, enfin ça a la prétention un jour peut-être d'être un nouveau dollar. L'affaire des monnaies virtuelles aussi, tout ça concourt à mettre des petits coups de boutoir dans le système de Bretton Woods et dans la suprématie mondiale du dollar comme monnaie d'échange. Bon. D'où cette espèce de bataille sur l'extraterritorialité qui n'en finit pas. Nos entreprises en sont les victimes. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut se laisser faire, mais enfin ça c'est un autre sujet. Donc il y a vraiment un grand combat en arrière de celui-là. Voilà, il y a un grand combat en arrière de celui-là, parce que les Chinois, ils ont décidé, moi j'appelle ça un contre-monde. Je pense que
si le projet des routes de la soie, et ça mettra du temps, et certes, nous cherchons tous les jours des signes que ça ne marche pas. On passe notre temps à dire « oh non, mais là, ils ne mettent pas assez d'argent, mais là… » Oui, mais ils sont chinois. Donc, ça va lentement, mais sûrement. Ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Et ça se fera très doucement. On le voit bien, par exemple, dans la manière dont ils ont pris en main le Pakistan. Ils sont en train de prendre en main une partie de l'Afghanistan. Alors, pourquoi le Pakistan? Parce qu'évidemment, ça ne peut pas être l'Inde. Alors du coup, l'Iran, d'ailleurs, quand on parlait des Iraniens, me disent « ah mais nous, c'est l'Inde qui nous intéresse », parce qu'évidemment, les Pakistanais, ça nous fait un peu peur. Bon. Donc, il y a vraiment il y a une lutte entre deux modèles maintenant, petit à petit. Alors, évidemment, on n'est pas habitué, parce que nous, notre manière de déployer notre puissance, elle est très… elle est occidentale, quoi. Elle est très frontale, elle est très évidente, elle est très… Chinois, ils font tout à fait différemment. Ils font plus du win-win, ils essaient de faire en sorte de racheter petit à petit des parties, des pays entiers finalement. Vous voyez l'Argentine ou d'autres. Donc, dans tout ça, le Moyen-Orient, c'est vraiment l'endroit où la moralisation des relations internationales dont on nous bassine les oreilles depuis des décennies est en échec total, puisque c'est un champ de ruines et de cadavres, et nous n'y sommes pas pour rien. Donc c'est extrêmement cynique, mais on continue. On continue, on croit que ça va… Moi, je suis toujours très, très étonnée de la capacité à la fuite en avant dans l'erreur. C'est-à-dire, voilà, on continue, on se dit, on va y arriver, on va imposer notre imposture, on va y arriver. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça fait le lit des autres, finalement. Alors… 3 scénarios peut-être pour terminer, donc d'évolution du monde. Soit l'impérium américain continue, protecteur d'une certaine façon, mais à quel prix? À quel prix pour nos sociétés? À quel prix pour nos entreprises? La guerre économique est quand même assez claire. Et évidemment, à l'échelle européenne, ça donnera de plus en plus une division de l'Europe. Pour moi, ce n'est pas tellement la Russie qui divise l'Europe, si vous voulez. C'est quand même… Il y a d'autres mécanismes de délitement, et la montée du populisme n'est qu'un signe de tout ça. Parce qu'en fait, on a un sentiment d'identité qui se perd, on a un sentiment de contrôle, en fait, qui se perd, et on n'a pas tort, à vrai dire. Donc, ça s'accompagnera d'un grand chaos et d'une fragilisation de toutes les instances de régulation mondiale qui peu ou prou marchent encore un petit peu. On l'a vu aussi sur la question israélo-palestinienne. Ah, agence de l'ONU pour les réfugiés, hop, plus de budget. C'est sans arrêt, voilà, c'est des déclarations unilatérales. Et effectivement, ça fragilise beaucoup et ça, évidemment, ça crispe. Donc ça ne produit pas du tout ni de paix, ni de solution. La deuxième chose, c'est la bipolarisation, ce dont je vous ai parlé, le nouveau duel. Et là, toutes les clientèles vont se réorienter, et nous aussi, on sera bien obligés à un moment donné de savoir de qui nous sommes les obligés. Il est clair que dans ce jeu-là, qui est celui des États-Unis et de la Chine, les États-Unis donc cherchent à faire en sorte que l'Europe ne soit pas à aucun moment une puissance stratégique. Donc voilà, il y a tous les enjeux de la défense européenne ou de la non-défense européenne. Et surtout qu'elle ne se rapproche pas de la Russie. Et là, ça éclaire quand même tout ce qui se passe. Voilà, au-delà du Moyen-Orient, bien au-delà du Moyen-Orient. Donc chacun, voilà, mais ce scénario, il est quand même très dépendant de ce qui va se passer en Chine aussi, notamment en matière d'évolution des droits de l'homme, de contrôle social, parce qu'eux, ils ont un problème, c'est développer économiquement et contrôler socialement. Donc, et 1,5 milliard de personnes, pas 50 millions ou même 300. Bon. Donc voilà, il va y avoir aussi, et bien sûr, les enjeux énergétiques, et la manière dont les Chinois vont pouvoir
préempter les ressources énergétiques d'une certaine partie du monde, et les matières premières agricoles aussi, les matières premières minérales. Bon. Et puis, quelle politique industrielle? Ça, il va falloir aussi que les Chinois, s'ils veulent faire ça, il va falloir à un moment donné qu'ils nous supplantent. Donc ils supplantent les Occidentaux sur les marchés russes, africains, sud-américains. Enfin, c'est une longue offensive, longue marche, si j'ose dire. Et puis le troisième scénario, eh ben, c'est la multipolarisation. Évidemment, ça ne vous surprendra pas, c'est un peu vers ça que je préférerais qu'on aille. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu de se faire broyer, arrive, alors pas forcément à la faveur de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais déjà si elle pouvait éviter de rentrer dans tous les pièges qu'on lui tend, ce serait déjà formidable. En tout cas, essayer de trouver cette fameuse masse critique et donc d'oser affronter un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques d'identité, mais pas au sens souverainiste, frileux, nationaliste, dangereux et raciste patenté, ça n'a rien à voir. C'est juste comment faire face aux défis démographiques, aux défis climatiques qui vont nous impacter les premiers, bien plus que les autres. Voilà. Alors, or, nous sommes les plus sans défense parce qu'on s'est déshabitué de la guerre, parce qu'on s'est déshabitué de plein de choses, parce qu'on croit qu'on nous veut du bien, parce que je ne sais quoi, parce qu'on a oublié que le monde était politique. Donc, voilà, il faut, à mon avis, moi j'appelle à cette prise de conscience pour éviter de tomber dans tous les pièges qu'on nous tend, mais aussi dans ceux, je pense à la France, du communautarisme, d'ouverture angélique, voilà. Et puis, pour ça, bien sûr, il faut finir, d'ailleurs pour comprendre le Moyen-Orient aussi, il faut en finir avec nos biais cognitifs, parce qu'on a des biais cognitifs en Occident, et notamment dans nos vieilles nations européennes. C'est l'ethnocentrisme, d'abord, c'est-à-dire que, par exemple, cette idée que... Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui y croient vraiment. Il n'y a pas que des cyniques. Donc il y a des gens qui croient vraiment qu'ils vont apporter la démocratie dans un pays comme la Libye, par exemple, ou la Syrie, ou l'Irak. Bon, c'est-à-dire ils oublient la structure multiconfessionnelle, la structure tribale, la structure clanique, tout, structure ethnique, puis ils se disent ça va marcher. Comme autrefois en Bosnie. On s'est imaginé qu'il n'y avait pas de problème de minorité. Il s'est même trouvé un très grand homme chez nous pour le dire. Si, il y avait un très gros problème de minorité. Donc quand il y a un scrutin, c'est forcément un poids confessionnel, ou une alliance d'ailleurs, confessionnelle, ethnique, qui l'emporte sur les autres et qui impose sa loi. Voilà. Alors il se trouve qu'en Syrie ou en Irak d'ailleurs, c'était des minoritaires qui avaient pris le pouvoir et qui étaient d'autant plus féroces pour le tenir. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous avons, y compris même en Turquie d'ailleurs, nous avons en Syrie, en Irak, en Libye, nous avons finalement mis à bas, au nom de la démocratie et du bien des populations, les 3 États laïques de la région. Hein, c'est quand même ennuyeux. Voilà. Donc on reconfessionnalise toute la zone, y compris les antagonismes qui sont en fait politiques et économiques, qui sont des antagonismes de puissance. On reconfessionnalise tout, et après on s'étonne que ça parte dans tous les sens. Mais voilà, je pense qu'il serait, si on voulait évidemment, mais moi j'ai aussi mon petit côté angélique, je veux croire que tout le monde n'est pas animé juste d'une volonté destructrice. Si on voulait faire quelque chose de bien, peut-être qu'on pourrait renoncer à quelques prétentions démocratiques comme ça, Deus ex machina, comme si ça venait s'imposer et que ça marche. Nous, on a mis des siècles et on n'y est pas encore. Donc, on devrait être peut-être plus humble. La Turquie, c'est la même chose. Nous avons favorisé pendant des années, au nom de la soi-disant, comment dit-on, du fait que la Turquie se mettait aux standards européens, nous avons cassé toutes les structures militaires qui, malheureusement, en Turquie, étaient celles qui protégeaient la laïcité. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un État
et un parti, l'AKP, qu'on disait musulman modéré, mais enfin qui est quand même, voilà, qui maintenant, quand on voit les pratiques sociétales, c'est plus du tout ce que c'était il y a encore 15-20 ans. Et toutes les structures militaires de contrôle institutionnel du pouvoir kémaliste, en fait, qui étaient des survivances du kémalisme, et qui protégeaient la Turquie, qui protégeaient la laïcité en Turquie, elles ont toutes sauté au nom de l'Europe. Ça, c'est quand même aussi, c'est terrible. C'est-à-dire, notre littéralisme nous égare. Voilà, donc ethnocentrisme, atlantisme, je ne vous en parle même pas. Et puis donc, devenir un peu réaliste. Et c'est pour ça que j'ai fondé Géopragma. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, mais je suis prête à vous répondre.